Bonjour à tous, voici la vidéo 3 du module MXG5 dont le titre exact est Géotechnique pour le technicien. Nous allons aujourd'hui voir comment calculer le coefficient de sécurité qui servira au dimensionnement et à la vérification de la stabilité des murs de soutènement. Ce coefficient de sécurité, on va le nommer super grand F. Il sera le rapport entre la somme des sollicitations qui résistent au mouvement et la somme des sollicitations qui engendrent le mouvement. De quel mouvement parlons-nous? Et bien sûr, l'exemple que je vous propose, il s'agira du renversement du mur ou de son glissement. Je précise que le glissement est une translation horizontale pour l'exemple vers la gauche du mur. Et le troisième mouvement possible, c'est le poinçonnement, qui est une translation verticale vers le bas. Nous dirons que si super grand F est plus petit que 1, eh bien, il y a alors peu d'efforts qui résistent au mouvement pour beaucoup qui l'engendrent, et donc nous aurons une instabilité certaine du mur. Nous chercherons en fait à avoir le super grand F calculé au glissement, ce sera du coup super grand F indice G, mais aussi super grand F calculé au renversement, ce sera super grand F indice R, tous les deux supérieurs à 1,5. On sera ainsi certain que la sécurité est atteinte. Alors, pour calculer le coefficient de sécurité au glissement, super grand F indice G, nous allons mettre en relation et en comparaison la somme des efforts horizontaux résistants au mouvement par rapport à la somme des efforts horizontaux qui engendrent le mouvement. Il s'agit, je répète, du glissement. Pour le renversement, nous allons exprimer super grand F indice R. Ce sera la somme des moments qui engendre la rotation qui va résister au mouvement par rapport à la somme des moments qui vont engendrer le renversement du mur. Alors, pour faire ces calculs de super grand F, il nous faut connaître l'ensemble des efforts qui agissent pour les ranger dans la bonne case dans l'expression de super grand F. Il nous faut donc faire le bilan des forces attendues. Donc, on vous dit les différentes forces auxquelles est soumis ce mur sont, par exemple, son poids propre, mais aussi la force de poussée, qu'on va nommer PA, que j'ai ici traduite de manière oblique dans l'hypothèse que nous ne répondions pas aux hypothèses de Rankine. Les efforts ensuite seront par exemple la butée, PP, ici aussi oblique, et nous aurons la réaction du sol sous la base, Q. L'idée va être de décomposer ces efforts. Voici donc la décomposition avec des composantes horizontales et verticales de chacun de ces efforts. Et chacune de ces composantes peuvent être donc vers la droite ou vers la gauche lorsqu'elles sont horizontales, vers le haut ou vers le bas lorsqu'elles sont verticales, et elles peuvent engendrer une rotation dans un sens ou dans un autre autour d'un point qu'on va toujours choisir ici, c'est-à-dire du côté de la butée, en le point le plus extrême du mur. Faisons quelques remarques avant d'aller plus loin. Reprenons le même dessin que juste celui qu'on vient de voir. Et reprenons l'idée que le mouvement du mur puisse être par exemple un glissement, une translation horizontale. Les efforts que vous voyez sont les mêmes que tout à l'heure. Faisons une première remarque, la remarque 0. Eh bien, pour quantifier la valeur de P mur, le poids du mur, nous allons prendre gamma béton, le poids volumique du béton, égal à 23 kN par mètre cube si le béton est non armé. Par contre, il sera égal à 25 kN par mètre cube si le béton est armé. Autre remarque, nous voyons que la hauteur de sol du côté de la butée est bien moins grande que celle qu'on rencontre de l'autre côté, du côté de la poussée. Donc, souvent, l'effort de butée est négligé par rapport aux autres efforts. Si ce n'est pas le cas, il est possible de le prendre à 50% de sa vraie valeur. On aura du coup un cas de demi-butée. On va donc estimer qu'il est possible, je le redis, de négliger PP. Remarque suivante, la remarque numéro 2. Nous allons parler de la décomposition de l'effort Q, celui qui se développe sous le mur. Eh bien, chacune des composantes de Q porte un nom particulier. Déjà, vous voyez le nom de la composante verticale qui sera la portance du sol. La composante horizontale, elle, ce sera les frottements développés. Et justement, la remarque consiste à voir comment calculer les frottements. Justement, les frottements seront notés petit f. Et pour les calculer, eh bien, on dira
que ce sera le poids du mur, on peut aussi dire plus généralement le poids de l'objet qui bouge, donc le mur effectivement, multiplié par la tangente de psi, dans lequel la tangente de psi est le coefficient de frottement entre le mur et le sol de fondation. On pourra dire assez simplement que psi, ce coefficient, enfin cet angle de frottement, pourra être pris aux 2/3 de phi, l'angle de frottement interne du sol. Nous pouvons donc établir un bilan des efforts qui agissent sur le mur. On les retrouve sur le petit schéma de gauche et on va les ranger dans un tableau qui permettra de vraiment récapituler tout ça. Je vous propose de commencer par F, le frottement. Eh bien, le frottement a une direction particulière. En fait, il est horizontal et il va vers la droite. Comme le mur risque de glisser vers la gauche, alors l'effort F de frottement est résistant par rapport au glissement. P, le poids du mur, lui est vertical. PAV, la composante verticale de l'effort de poussée est, comme son nom l'indique, verticale, mais PAH est horizontale et dans le même sens que le glissement. Du coup, PAH est un effort qui va engendrer le glissement. On est capable donc de définir dès maintenant la valeur du coefficient super grand FG, le coefficient de sécurité au glissement, qui sera du coup F divisé par PAH. Nous avons bien fait la somme des efforts horizontaux qui résistent au glissement divisé par la somme des efforts horizontaux qui vont engendrer le glissement. Pour le calcul de super grand F au renversement, il nous faut remplir la fin et la suite de notre tableau. Pour cela, il nous faut connaître la position de notre point de référence, le centre de rotation probable de notre mur, qui est toujours estimé être placé ici, du côté de la butée, en le point le plus extrême de la sous-face du mur ou de la sous-face de la fondation. Alors, nous avons pour P, le poids du mur, un bras de levier B sur 2. Nous avons pour PAV un bras de levier par rapport à O, L. Et nous avons pour PAH un bras de levier par rapport à O de H sur 3. L'ensemble de ces bras de levier vont trouver leur place dans notre tableau pour exprimer ensuite des moments. Donc F ne développe pas de bras de levier par rapport au point O. Le moment qu'il développe du coup est nul et le sens de rotation n'a pas de sens justement. P, l'effort du poids du mur, avec son bras de levier B sur 2, développe un moment au point O de P fois B sur 2, avec un sens de rotation tel que indiqué ou rappelé ici pour se souvenir des sens dans lequel, pour le cas de l'exemple, ça tourne de manière résistante ou de manière à engendrer le renversement. Donc P va déclencher un moment qui va risquer de résister au renversement. PAV, quant à lui, avec son bras de levier, va développer un moment FAV. Alors, je me suis trompée, c'est pas F, mais c'est P pour être logique. Donc, l'effort PAV fois L, ce sera le moment en question. Moment qui va être résistant par rapport au risque de renversement. Finissons le tableau avec PAH et son bras de levier et qui va développer du coup un moment PH fois H sur 3, qui par contre sera dans un sens de rotation qui va risquer d'engendrer le renversement. In fine, on a donc la possibilité de calculer le super grand F au renversement avec au numérateur la somme des moments qui vont résister au renversement et dessous la somme des moments qui vont engendrer le renversement. Faisons une remarque pour les murs cantilevers, le principe est le même. On va prendre le risque, voir le risque que notre mur cantilever puisse glisser vers la gauche. On retrouve les écrans fictifs que vous connaissez. La poussée se développe au niveau de ces écrans fictifs. La butée aussi, butée qu'on est capable de négliger. Les frottements vont se développer sous le mur. Et par contre, très important, eh bien cette fois-ci, le poids du mur n'est pas le poids en fait qui nous intéresse. Je traduis. Dans le contexte du glissement du mur, qu'est-ce qui glisse en réalité? Vous le savez aussi, il s'agit bien de la fondation et du fût ou du voile du mur, mais aussi des zones de sol nommées sol 1 ici et sol 2 là-bas, qui sont assis sur les patins arrière et avant de la fondation. Et du coup, ce qui bouge, ce qui se translate dans ce contexte-là, c'est la somme de tous ces poids. Donc, comme c'est indiqué à droite, le frottement va considérer du coup la somme de tous ces poids que vous venez de voir, pondéré ou multiplié par le coefficient de frottement tangente psi, frottement qui se développe entre le sol et le matériau de la fondation. Je vous rappelle ici comment calculer PP, l'effort de poussée, et l'effort de butée, ensuite PA, chose qu'on a déjà vue et utilisée aussi en TD.
À partir de cela, vous êtes capable du coup de quantifier en application les valeurs des coefficients de sécurité, super grand F donc, en ayant toujours comme objectif de vérifier qu'il soit plus grand ou égal à 1,5. Nous allons aujourd'hui voir des fondations superficielles. Alors, en introduction, rappelons la définition d'une fondation. Il s'agit d'un ouvrage destiné à transmettre au sol, dans les conditions les plus favorables, les charges provenant d'un ouvrage. Voici un ouvrage, la tour de Pise, qui a eu justement un problème de fondation. Alors, on va distinguer trois types de fondations que vous devez peut-être déjà connaître, mais c'est l'occasion de les redonner. Les fondations superficielles, pour lesquelles nous avons un rapport entre D, l'ancrage, et B, la largeur à respecter inférieure à 1,5. Il s'agit ici du coup de fondations superficielles en rouge. On va ensuite parler des fondations semi-profondes qui apparaissent en bleu. Elles ont un autre rapport D sur B, toujours pareil, la hauteur d'ancrage D, la largeur B. Et les fondations profondes en vert, type pieux, qui vont avoir un rapport D sur B qui va dépasser 5. Comme dans le titre, vous avez pu le voir, nous allons parler dans ce cours uniquement des fondations superficielles. Donc, elles peuvent être de plusieurs types, filantes par exemple, ou isolées sous un poteau, ou généralisées sous un ouvrage, on parlera de radier. Voici du coup un autre exemple de radier qui est placé sous un système de poteaux, donc des porteurs localisés verticaux. Pour comprendre comment dimensionner des fondations superficielles, nous allons regarder le mécanisme de rupture sous une fondation en regardant en fait un essai qui s'appelle un essai au rouleau de Schneebeli. Alors pour faire cet essai, il nous faut deux plaques de plexiglas, donc on voit à travers, et entre ces plaques vont être coincés des rouleaux métalliques qui vont pouvoir avoir plusieurs diamètres différents, et on va remplir tout l'espace entre les plaques de ces fameux rouleaux. Il en faudra un certain nombre, voire un nombre certain. Pour que tout cela ne s'effondre pas, nous allons besoin de fermer la boîte. En surface, nous allons placer un bloc de bois qui va faire l'office d'une semelle. Nous avons donc réussi ainsi à simuler une semelle placée à la surface d'un massif de sol. Avec un appareil photo, nous serons capables de prendre justement en photo ces rouleaux que nous voyons au niveau de leur tranche, à travers la première plaque de plexi, et nous allons appliquer un chargement vertical sur la semelle et voir ce qui se passe du coup à l'intérieur du massif. Grâce à l'appareil photo, nous pouvons avoir des photos comme celle-ci. L'expérimentateur, pour cette photo, a pris le soin avant de générer un maillage. Il a du coup tracé des mailles régulières que nous voyons du coup être déformées sous l'effet de l'enfoncement de la fondation. Nous avons ici un schéma du sol et donc du massif qui est en rupture sous l'application, dans notre cas, d'un chargement type QU. Un effort du coup ultime, un effort qui va être à la rupture. Eh bien, dans ce maillage, nous pouvons identifier une zone au-dessus de laquelle, justement, les mailles sont complètement déformées, mais en dessous de laquelle les mailles sont intactes. Il s'agit du coup d'une ligne de rupture. Modifions légèrement notre essai de Schneebeli et accrochons tout simplement notre appareil photo à la fondation. L'appareil photo se translatera de même quantité que la fondation elle-même et continuons à prendre des photos. Voici une de ces photos qui a été prise justement très proche de la sous-face de la fondation. Nous voyons quoi? Nous voyons qu'il existe une zone sous la fondation qui n'est pas floue. Elle est du coup claire. Il s'agit de ce triangle. Ça veut donc dire que si la photo n'est pas floue dans cette zone, eh bien que les grains ont bougé dans la même amplitude que l'appareil photo lui-même et donc dans la même amplitude que la semelle elle-même. Sur le côté par contre, tout cela ici et tout cela là-bas est flou, donc le mouvement n'est pas du même type que l'appareil photo et pas du même type non plus que celui de la semelle. Nous allons identifier du coup une ligne de rupture qui cette fois-ci ressemble à un triangle et on va du coup considérer que sous la semelle, il existe un coin, ce sera le nom de ce triangle, le coin, donc un coin qui va être solidaire à justement cette semelle. Si on transporte ce coin sur la deuxième, enfin sur la photo précédente, eh bien on le verrait placé ici, exactement comme dans le cas précédent sous la fondation. Eh bien, dans ces cas-là, nous pouvons voir que nous développons
une certaine forme de surface de rupture sous l'application ou sous l'effet de l'application sur les semelles d'une charge QU qui s'appellera la capacité portante. Alors, regardons les petits dessins de gauche et précisons la possibilité de faire des essais avec différentes tailles de semelles, donc différentes tailles de blocs de bois. Le premier a une largeur B1 et on arrive à développer la rupture dans le massif de sol sous l'effet du chargement QU1. Pour la fondation plus étroite de largeur B2, évidemment, nous allons développer la rupture pour un chargement QU2 qui sera plus petit que QU1. Alors, on va pouvoir déjà dire du coup que la rupture du massif de sol et donc la capacité portante qu'on peut appliquer sur la capacité portante de la fondation et donc le chargement qu'on peut appliquer à la fondation vont dépendre de la largeur B de la semelle. Donc pour une largeur B de semelle donnée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sous l'effet du chargement, la fondation va risquer de s'enfoncer et elle va entraîner avec elle, dans la même proportion, le coin bleu de Coulomb qui est dessous. Lorsque ce coin cherche à s'enfoncer, il devra réussir pour ce faire à avoir de la place et donc les grains qui sont sur les côtés vont devoir s'expatrier en se translatant vers le côté et vers le haut et ceci de manière symétrique entre la droite et la gauche. Ce qui va entraîner le développement au niveau de cette zone de bourrelet. Et ce schéma, on le retrouve exactement comme tout à l'heure et c'est la traduction de la rupture. Et cette rupture a été induite sous l'effet d'un chargement QU, la capacité portante, la charge ultime. Mais imaginons que, après un calcul de descente de charge, nous voyons que justement la charge appliquée par l'ouvrage au niveau du sol sous la fondation soit plus grande que cette charge QU, la charge ultime, la capacité portante. Alors que faire? On pourrait changer la taille de la fondation, évidemment, mais surtout, on veut que cette fondation de largeur B conservée puisse accepter Q réel sans emmener la rupture. Donc, on ne veut pas la rupture. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir modifier? Eh bien, si on ne veut pas la rupture, on refuse en fait que dans les zones jaunes, les grains partent vers l'extérieur et vers le haut. Si ces grains ne peuvent pas bouger, eh bien évidemment, le coin bleu ne peut pas descendre. Et si le coin bleu ne peut pas descendre, la fondation ne peut pas descendre non plus. On a du coup cassé le mécanisme de rupture possible et fait en sorte ainsi que la charge Q réelle puisse être admise sur la fondation, en tout cas sur le sol. Alors comment faire? Comment faire de manière pratique pour bloquer ce mécanisme? Eh bien tout simplement, imaginons appliquer un chargement sur les bourrelets. Si ce chargement est appliqué, justement, c'est grâce à lui que le mouvement vers l'extérieur et vers le haut va se trouver bloqué et grâce à ça, tout le reste du mécanisme sera bloqué. Mais d'où viennent ces charges? Tout simplement, on va imaginer placer non pas la fondation posée sur le sol en surface, mais enfoncée d'une hauteur grandée. Voici du coup au niveau des fleurs la nouvelle surface de notre terrain. Et la sous-face de la fondation est du coup décalée de la grandeur grandée. Il s'agira de l'ancrage. Donc c'est une hauteur de sol de poids volumique gamma qui sert à appliquer un chargement sur les bourrelets. La charge du coup appliquée sur les bourrelets est du type Q égale à gamma D. On va pouvoir donc dire que l'ancrage D doit être suffisant pour faire en sorte que la fondation puisse être soumise à des charges importantes sans entraîner la rupture. Autre chose, si nous voulons vraiment bien bloquer le mouvement des grains dans les parties jaunes, eh bien nous pourrions profiter du sol et surtout de sa cohésion. Effectivement, si les grains sont collés les uns avec les autres via la cohésion, eh bien on va rendre encore plus difficile les mouvements en question et on va aller réussir à bloquer du coup le mécanisme de rupture. Ceci se voit de manière symétrique des deux côtés. On va pouvoir donc dire que la cohésion du sol sous la fondation pourra bloquer le mécanisme en question, le mécanisme de rupture. Et dans ce contexte-là, on réussira ainsi à avoir une fondation de largeur B conservée par rapport à tout à l'heure, qui dispose du coup d'une capacité portante QU qui soit au moins égale à Q réel, la charge donc, qui va être en adéquation avec la descente de charge. Dans cette diapo, nous pouvons préciser ensuite que nous allons exprimer un nouveau paramètre qui sera petit QU.
petit QU, c'est la capacité portante aussi, mais grand QU, c'est aussi la capacité portante. Elles ont le même nom. La seule différence, c'est petit QU, eh bien, c'est la capacité portante exprimée en Pascal. Alors que la charge QU, c'est la capacité portante exprimée en Newton. Donc l'une et l'autre sont en relation avec QU divisé par B égale petit QU. Faisons une remarque sur une différenciation entre deux paramètres, B et B'. Alors B, c'est la largeur de la semelle, telle que vue ici, et dans mon graphique, j'ai un chargement qui s'applique de manière centrée sur la fondation. Et comme prévu, eh bien, on a un schéma de rupture qui se développe avec un coin de Coulomb, le triangle bleu ici, qui a, au niveau de sa base, la même largeur que celle de la fondation. Et bien justement, B', c'est la largeur de ce triangle, et on pourra dire que B' est égal à B. Regardons maintenant à côté, à droite, et appliquons un chargement sur cette même fondation de même largeur B, mais chargement excentré par rapport à notre axe de fondation d'une quantité petit e. Dans ce contexte-là, le mécanisme de rupture qui va se localiser sous notre fondation développe un coin de Coulomb bleu qui n'a pas la même dimension que celui qu'on voyait tout à l'heure. Effectivement, B', sa base, est différente de B. Eh bien, on va pouvoir quantifier B' de manière assez simple, puisque B' sera égal à B, la largeur de la fondation, moins 2 fois l'excentrement, du coup, moins 2 fois E. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, effectivement, sous l'effet d'un chargement excentré, ce qui va se passer, c'est le risque que la fondation tourne et que justement, dans un des coins, eh bien, elle se soulève par rapport au sol. Eh bien, la largeur B' correspondrait à la zone qui reste en contact avec le sol. Et du coup, on va omettre la zone qui va se soulever. Attention, du coup, maintenant, on va pouvoir dire que la capacité portante, par exemple, petit QU, va dépendre de la largeur réduite B'. On va donc dire maintenant que la capacité portante en Pascal petit QU sera égale à la capacité portante grand QU en Newton divisé par B'. Vous avez devant vous une fondation et sous elle un mécanisme de rupture qui s'est développé sous l'effet de l'application du chargement QU, la capacité portante. Justement, la capacité portante est définissable de différentes manières. On peut l'exprimer en Pascal et elle se nommera ainsi petit QU. On peut aussi l'exprimer en Newton et elle s'appellera ainsi grand QU. Petit QU égalant grand QU divisé par B', où B', je vous le rappelle, est la largeur de la base du triangle bleu qui s'appelle le coin de Coulomb. Je vous rappelle que QU, la capacité portante, dépend de la largeur B', évidemment, avec B' égale à B moins 2E, E étant l'excentrement de la charge si jamais elle existe. La capacité portante dépend aussi de l'ancrage de la fondation et donc de la profondeur D. La profondeur du sol sur la hauteur D va induire une charge qui se nommera Q, calculable comme étant gamma, le poids volumique du sol sur la profondeur D, fois D justement. Pour le calcul en question, nous pouvons prendre à la place de gamma tout seul qui n'existe pas, nous pourrons prendre gamma', le poids volumique effectif, ou gamma sat, le poids volumique du sol saturé, ou gamma d, le poids volumique du sol sec, si jamais justement il est sec. Le troisième paramètre qui rentre en compte dans le calcul de la capacité portante, c'est la cohésion C du sol sous la fondation, pour lequel nous pourrons prendre Cu, la cohésion undrained, et C', la cohésion effective, si nous faisons un calcul à long terme ou à court terme. Voici du coup comment calculer la capacité portante QU. Ici, il s'agit de petit QU, donc nous avons l'expression permettant d'obtenir la capacité portante en Pascal. Alors, cette expression est faite d'une somme de 3 termes. Voici le premier, dans lequel intervient justement la cohésion. Ce sera le terme de cohésion. Le deuxième terme fait intervenir Q, donc la charge induite par l'ancrage. Il s'agira du terme de surface. Le troisième et dernier terme fait intervenir B' et ce sera le terme de profondeur parce que B' est, je vous le rappelle, la largeur du coin qui s'enfonce sous la fondation, donc vers la profondeur. Dans chacune de ces trois parties de cette expression obtenant QU à la fin, nous avons N, NC, NQ et N gamma qui viennent d'ailleurs d'apparaître en gris. Et ces paramètres sont des facteurs de capacité portante, des coefficients en fait, qui dépendent tous les trois de phi, l'angle de frottement interne du sol. Du coup, nous sommes capables de décliner cette équation pour des calculs à long terme
pour lesquels la cohésion sera prise égale à C' et l'angle de frottement interne sera pris égal à Φ'. Et nous ferons un calcul en contrainte effective. Voici à quoi va ressembler du coup notre nouvelle expression. La voilà. Dans celle-ci, nous pouvons réidentifier les mêmes termes, le terme de cohésion, le terme de surface et le terme de profondeur, mais C sera pris ici égal à C', NC, lui, dépendra de Φ', Q devient Q', calculé en contrainte effective, pondéré par NQ qui dépend lui aussi de Φ', B' par contre reste inchangé puisque, je vous le rappelle, c'est la largeur de notre coin qui s'enfonce sous notre fondation, mais il est pondéré par N gamma, qui dépend de Φ', calculé à long terme. Et je fais un petit focus sur gamma prime, parce que ici, dans ce troisième terme, le terme de profondeur à long terme, ce sera le poids volumique effectif qu'il faudra utiliser. Pour un calcul à court terme, je vous rappelle que la cohésion devient Cu, l'angle de frottement interne devient Φu, souvent égal à 0, et les calculs seront faits en contrainte totale. L'équation en question fait encore intervenir les trois termes comme d'habitude, mais on peut identifier la cohésion cette fois-ci Cu, et Nc, le facteur de capacité portante, dépend de Φu égale à 0, il prendra une valeur exacte égale à pi plus 2. Pour le deuxième terme, les calculs étant faits en contrainte effective, c'est Q qu'il faudra obtenir en contrainte effective, je vous le redis. NQ, lui, dépend de Φu égale à 0, donc il prendra la valeur 1. Dans le troisième terme, B' reste inchangé, mais N gamma, dépend de Φu, qui est nul, et du coup, ce terme sera nul à son tour. Le calcul, du coup, va pouvoir se simplifier à court terme, puisque QU devient une somme de deux termes dont le deuxième en vert est très simple, puisque le terme de surface, du coup, en vert se simplifie et devient Q tout court. Alors, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la diapo juste avant, les trois termes, le vert, le bleu et le rouge, font intervenir des paramètres qui s'appellent S, ou bien I, ou bien B, ou bien D, et ces termes, du coup, vont pondérer notre équation, pour prendre en compte la possibilité que, justement, les fondations puissent être de toute forme et de tout style. Le premier terme va être celui qui va prendre en compte la forme. La forme qui peut être rectangulaire ou autre chose, avec B et L qui vont du coup intervenir. Plus précisément, ce sera B' et L' qui vont intervenir dans l'hypothèse que nos chargements puissent être excentrés. Nous aurons aussi la possibilité que le chargement soit incliné, comme le montre la petite image de droite. Et je vous précise dans ce cas-là que la charge excentrée va être décomposée en fait en des composantes verticales et horizontales. Ces composantes se nommeront grand V et H dans les expressions qui permettront d'obtenir I. Nous aurons aussi un terme permettant de regarder ou de prendre en compte l'inclinaison de la semelle. Et nous pourrons du coup utiliser un angle qui s'appellera alpha, tel que ce petit dessin le montre. Autre prise en compte, c'est la possibilité que la fondation soit dans un talus. Ça ressemble à un schéma comme celui tout à droite, et nous devrons prendre en compte du coup la distance que nous pouvons avoir entre le talus et la semelle. Et puis nous retrouvons quelque chose que nous connaissons, c'est la prise en compte de l'excentrement par un paramètre d'excentrement petit e que nous retrouvons sur cette petite image tout à gauche. Je précise en passant que l'excentrement peut se retrouver dans deux sens, par rapport par exemple à l'axe suivant la largeur B, mais aussi par rapport à l'axe suivant la longueur de la fondation qui s'appelle L. Nous aurons donc B' et L' à la place de B et L, comme je vous le disais tout à l'heure. Lorsque nous savons calculer la capacité portante, eh bien, nous pouvons vérifier qu'elle soit dans de bons ordres de grandeur, puisque vous avez ici les valeurs usuelles de cette capacité portante exprimées en mégapascal, c'est l'équivalent de petit QU, pour des roches, pour des terrains non cohérents, pour des terrains compacts plus ou moins, et pour l'argile. Ce que vous devez savoir, c'est que les valeurs minimum de cette capacité portante sont retrouvées dans les argiles autour de 0,1 mégapascal et les valeurs les plus importantes sont autour de 4,5 mégapascal et elles vaudront pour des roches, par exemple. Ces deux valeurs, minimum et maximum, vous permettront de savoir si vos calculs du coup sont cohérents et si vos valeurs finales sont justement cohérentes. Merci.